Salutations. Ce deuxième chapitre de notre cours sur les fonctions affines portera sur l'analyse de ces fonctions. Plus particulièrement, nous allons voir comment déterminer le sens de variation d'une fonction affine d'après son équation, nous allons voir comment déterminer le point d'intersection d'une droite et de l'axe des abscisses, et ça nous servira à étudier le signe d'une fonction affine en fonction de la valeur de x. Pour commencer, on se souvient que le coefficient directeur d'une fonction affine influe sur la direction de sa droite représentative, c'est-à-dire sur l'angle qu'elle forme avec l'horizontale. On peut aussi l'exprimer autrement, c'est que quand on avance de une unité horizontalement, on monte de un certain nombre d'unités verticalement. Et plus le coefficient directeur est élevé, plus ce déplacement vertical est grand quand on avance d'une unité. Ça fait que la droite est de plus en plus inclinée. Au contraire, lorsque le coefficient directeur est faible, la droite est proche de l'horizontale. Et lorsque le coefficient directeur est négatif, on voit que cette fois, la droite descend, donc la fonction est décroissante. C'est-à-dire que lorsqu'on avance de 1, la droite, cette fois, descend au lieu de monter. Et lorsque la valeur du coefficient directeur est élevée, négativement, la droite descend plus fortement. On voit ici l'influence de la valeur et du signe du coefficient directeur sur l'orientation de la droite représentative de la fonction affine. Lorsque m est proche de 0, que ce soit positivement ou négativement, la droite représentative est proche de l'horizontale. Et lorsque la valeur de m est forte, la droite est de plus en plus inclinée. Bien, alors, pour résumer, comment se comportent les variations d'une fonction affine ? Alors ça dépend uniquement du coefficient directeur m. D'abord, le signe de m. Une fonction affine est croissante si et seulement si son coefficient directeur est positif. A l'inverse, si son coefficient directeur est négatif, la fonction affine sera décroissante. D'autre part, la valeur de m influence également cette variation. Plus le coefficient directeur est grand, indépendamment de son signe, plus la fonction évolue rapidement. Ça veut dire graphiquement que la droite est proche de la verticale. Au contraire, plus la valeur de m est proche de 0, positivement ou négativement, et plus la fonction évolue lentement. Ça veut dire qu'elle est proche de l'horizontale. Elle monte ou elle descend lentement. À présent, abordons l'étude de signes de la fonction. Donc si on vous demande d'étudier le signe d'une fonction, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut déterminer pour quelle valeur de x la fonction donne des valeurs positives ou négatives. Ici, on veut étudier le signe de la fonction f de x égale 3x moins 4. Alors on peut prendre quelques exemples. D'abord pour x égale 0, f de 0 égale 3 fois 0 moins 4 égale moins 4. Donc ça c'est négatif. Si on prend x égale 4, f de 4, ça fait 3 fois 4, 12, moins 4, ça fait 8, c'est positif. Si on prend x égale 7, f de 7, ça fait 17, donc c'est positif. Pour x égale moins 1, f de moins 1, 3 fois moins 1, moins 3, moins 4, ça fait moins 7, on trouve une valeur négative. Pour x égale moins 5, on trouve que moins 5 a une image qui est moins 19. Donc, l'image de moins 5 par la fonction f est négative. Si je prends x égale 1,5, f de 1,5, ça fait 0,5. Alors c'est positif. Et si je prends x égale 1, f de 1, ça fait 3 fois 1 moins 4, ça fait moins 1. Donc 1 a une image négative par la fonction f. Alors on ne peut pas étudier les images de toutes les valeurs de x. Donc il faut trouver une méthode pour trouver quels sont les nombres qui donnent des images positives et quels sont les nombres qui ont des images négatives. On voit que même avec deux valeurs proches, 1 et 1,5, on trouve une image positive pour l'une et négative pour l'autre. Donc on voudrait savoir à quel moment exactement ça passe de l'un à l'autre. Alors je propose pour ça de passer par une méthode graphique. Ici, on a une représentation graphique de la fonction f de x égale 3x moins 4. Donc si je reprends les calculs que je viens de faire, f de 0 égale moins 4, on voit que, en partant de x égale 0, on arrive à un point de la courbe qui a pour ordonnée moins 4. En partant de x égale 4,
et en remontant sur la courbe, on arrive à un point qui a pour ordonnée 8. Si on part de x égale 7, on sort du graphique, mais on peut imaginer qu'on arrivera bien à 17. Pour x égale moins 1, on trouve une image de moins 7. Si on prend x égale moins 5, on sort également du graphique, cette fois par en bas, mais on trouvera bien une image négative. On peut facilement imaginer que ce sera moins 19. Si je prends 1,5, j'arrive à un point de la courbe qui a pour ordonnée 0,5. Et si je prends 1, j'arrive à un point de la courbe qui a pour ordonnée moins 1. Donc ça, c'est une représentation graphique des calculs que l'on a fait. On peut en déduire que tous les x qui sont situés là dans la partie coloriée en jaune vont avoir une image positive, alors que les x qui sont maintenant coloriés en bleu vont avoir une image négative. Et entre les deux, on a ce point charnière là qui différencie les x donnant des valeurs positives des x donnant des valeurs négatives. Ce point, c'est l'intersection entre la droite représentative de la fonction f et l'axe des abscisses. Et ce point, c'est celui qui a pour ordonnée 0. Il a pour abscisse une valeur inconnue de x et pour ordonnée 0. Et ce qu'on va vouloir trouver, c'est justement cette valeur inconnue de x. Donc pour étudier le signe de la fonction f, il va tout simplement falloir déterminer quel est ce point. Donc quelle est la valeur x dont l'image est 0. Alors pour ça, il va falloir tout simplement résoudre l'équation f de x égale 0. Alors ça on sait faire, il suffit de remplacer f de x par son expression, ça donne 3x moins 4 égale 0, et on résout cette équation, 3x égale 4, donc x égale 4 tiers. Donc quand x égale 4 tiers, f de x égale 0. Cette valeur de x, c'est ce qu'on appelle la racine de la fonction. C'est la valeur de x qui annule la fonction. On en déduit que l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses, c'est le point I, qui a pour abscisse 4 tiers et pour ordonnée 0, bien entendu. On va résumer toutes les informations que l'on vient de trouver en les présentant dans un tableau. Dans la première ligne de ce tableau, nous allons mettre les valeurs remarquables de x. Alors la variable x va de moins l'infini à plus l'infini. Dans la ligne du dessous, on peut inscrire le sens de variation de la fonction f. Alors on a vu qu'elle était croissante, puisque le signe de son coefficient directeur est positif. On a vu que quand x vaut 4 tiers, f de x, donc f de 4 tiers, vaut 0. Ça on l'inscrit dans la troisième ligne. Et on a vu également que quand x est plus petit que 4 tiers, f de x est négatif. Et quand x est plus grand que 4 tiers, f de x est positif. Ce qui est logique puisque la fonction est croissante, elle passe de négatif à positif. Et on va conclure sur tout ça en écrivant que f de x est négatif pour x appartenant à l'intervalle moins l'infini 4 tiers. Et f de x est positif pour x appartenant à l'intervalle 4 tiers plus l'infini. Alors, lorsque vous avez un exercice comme celui-là, il faut bien à chaque fois montrer les calculs que vous avez faits pour arriver à votre résultat et présenter vos résultats dans un tableau comme celui-ci et enfin conclure par ces phrases qui donnent la réponse à la question posée. Alors, on retrouve sur GeoGebra notre fonction f de x égale 3x moins 4. On a vu déjà que cette fonction donne des valeurs négatives pour tous les x qui sont inférieurs à 4 tiers, et elle donne des valeurs positives pour tous les x qui sont supérieurs à 4 tiers. On avait pu donc placer ce point qui a pour coordonnées 4 tiers 0, et qui est l'intersection entre la droite représentative de f et l'axe des abscisses. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment ce point se déplace lorsqu'on fait varier les caractères de la fonction. Donc, si on fait varier l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. Alors pour commencer, on peut voir que si j'augmente l'ordonnée à l'origine, le point d'intersection se déplace vers la gauche, jusqu'à arriver à l'origine du repère. Lorsque p égale 0, le point d'intersection de la droite représentative avec l'axe des abscisses, bien évidemment, c'est l'origine elle-même du repère. Si je continue à faire augmenter le p, l'ordonnée à l'origine cette fois est positive, on la voit là,
et l'intersection de la droite avec l'axe des abscisses, cette fois, est dans la partie négative des x. Donc quand on fait varier le signe de l'ordonnée à l'origine, ça déplace le point d'intersection. Donc ça fait varier le signe de la racine de f. Alors voyons ce qui se passe maintenant quand on fait varier le coefficient directeur de la fonction. Pour l'instant, m égale 3. On voit que si j'augmente m, la droite devient de plus en plus verticale et le point d'intersection se rapproche de l'origine, et il ne pourra jamais l'atteindre exactement. En revanche, si je fais diminuer le coefficient directeur, la droite devient de plus en plus horizontale et le point d'intersection s'éloigne de l'origine. Alors maintenant, si le coefficient directeur est négatif, on voit que la droite est décroissante déjà, et en conséquence, le point d'intersection est passé de l'autre côté de l'origine. Il se situe maintenant à gauche de l'axe des abscisses. Alors on voit que la position du point d'intersection dépend des deux paramètres de la fonction. Elle dépend à la fois du signe de P et du signe de M. Si maintenant je conserve la valeur de M, mais je rends P positif, là on voit que le point d'intersection repasse de l'autre côté dans la partie positive de l'axe des abscisses. Et alors ce qu'il faut remarquer, c'est que le signe de l'ordonnée à l'origine modifie la place de la racine, mais le signe du coefficient directeur modifie non seulement la place de la racine, mais également l'ordre des signes de la fonction, puisqu'il change le sens de variation, puisque lorsque m est positif, la droite est croissante, et lorsque m est négatif, la droite est décroissante, eh bien, logiquement, en conséquence, l'ordre des signes de cette fonction varie aussi en fonction du signe de m. C'est-à-dire que dans le cas présent, là, comme je vous montre là, le signe de m est positif, et on a d'abord des valeurs négatives, puis des valeurs positives, alors que si maintenant le signe de m est négatif, la fonction prend d'abord des valeurs positives et ensuite elle passe à des valeurs négatives. Et c'est bien ça qu'il est important de comprendre. Évidemment, l'ordre des signes de la fonction dépend du sens de variation de la fonction. Bien. Pour conclure sur l'étude de signes d'une fonction affine, f de x égale mx plus p, on va dire d'abord que la racine qu'on appelle x0 d'une fonction affine est la valeur de x telle que f de x0 égale 0. Cette racine est donnée par la formule x0 égale moins p sur m. P c'est l'ordonnée à l'origine et m c'est le coefficient directeur. Alors, vous pouvez apprendre par cœur cette formule. Personnellement, je vous conseillerais plutôt de comprendre comment fonctionnent les fonctions affines et d'être capable de retrouver cette formule vous-même par le même raisonnement que l'on a fait dans ce chapitre. Je préfère que mes élèves en général comprennent comment fonctionne un outil mathématique et sachent retrouver les formules plutôt que voir qu'ils ont appris une formule mais ne comprennent pas bien pourquoi il faut l'utiliser. Alors, voyons l'influence du signe de m. Lorsque m est positif, la fonction f est croissante. Donc, ça veut dire qu'elle est négative quand x est plus petit que x0, et elle est positive quand x devient plus grand que x0. A l'inverse, lorsque m est négatif, la fonction est décroissante. Donc elle va commencer par être positive quand x est plus petit que la racine, et elle deviendra négative quand x sera plus grand que la racine x0. C'est maintenant la fin de ce deuxième chapitre sur l'analyse des fonctions affines. Si certains points sont restés flous, n'hésitez pas à revenir en arrière. Et je vous conseille également de refaire des exercices similaires, puisque l'on comprend beaucoup mieux en faisant par soi-même qu'en écoutant quelqu'un d'autre. Pour cela, tout simplement, fixez-vous deux nouvelles fonctions en choisissant un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine, et essayez d'étudier le signe de ces fonctions. Essayez de faire des études de signes avec des fonctions croissantes, avec des fonctions décroissantes, et vous pouvez aussi aller sur GeoGebra
pour modéliser les fonctions que vous serez fixées et bien comprendre comment ça fonctionne. Vous pouvez essayer différentes fonctions pour bien voir à quoi ça ressemble et quelle est l'influence de chacun des paramètres sur la fonction. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve pour le prochain chapitre.